Bonjour à toutes et bienvenue dans Be Life Talk, le podcast qui met la santé des femmes en action. Je suis Alexandra Lambrex, je suis journaliste et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, on va aborder une habitude qui peut sembler anodine, à savoir l'hydratation. L'eau représente en effet environ 60% de notre corps et pourtant, l'hydratation est souvent reléguée au second plan dans nos habitudes de vie. Manque de temps, absence de soif, les raisons de ne pas boire assez sont multiples. Mais quelles en sont les conséquences réelles et comment repérer les signaux d'alerte? C'est notamment à ces questions que nous allons répondre aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Ethel Desmazures, naturopathe et nutrithérapeute. Bonjour Ethel. Bonjour Alexandra, merci de me recevoir dans ce podcast. Je suis ravie de participer à cet échange. Avec grand plaisir. Vous retrouverez également en fin d'épisode la chronique Phyto et Nutri de Laurence Lins, directrice scientifique chez Be Life. Elle nous donnera des pistes naturelles pour soutenir une bonne hydratation au quotidien. Et je repasse à vous, Ethel. Pour commencer, est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots? Je suis naturopathe, nutrithérapeute et coach en santé naturelle. Donc, mon activité s'organise autour de 3 axes principaux. Donc, la consultation individuelle en maison médicale, les formations via des centres ou les formations privées, mais aussi une grande partie de prévention puisque je collabore avec des mutuelles pour de la prévention santé sur des conférences, je fais des podcasts, des vidéos, etc. Et donc, j'accompagne au quotidien les personnes qui veulent préserver leur santé, l'améliorer ou mieux répondre aussi à un traitement de santé par un changement d'habitude de vie, d'habitudes alimentaires remplacées par des habitudes saines et durables. Merci. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet tout de suite avec la première partie de notre échange qui pose les bases. Pourquoi l'eau est-elle si essentielle à notre équilibre ? Alors, tout le monde le sait qu'il faut boire, mais pourquoi est-ce qu'on boit? Qu'est-ce que l'eau permet concrètement dans notre organisme au quotidien? Effectivement, c'est un conseil qu'on entend beaucoup et à force de l'entendre, peut-être qu'il se banalise un petit peu et donc on ne prend plus conscience de l'impact de l'eau qui est un réflexe de survie finalement. De boire de l'eau, c'est un acte de vie. Comme vous le disiez d'entrée de jeu, c'est vrai que nous sommes composés en tant qu'adultes, en tout cas d'en moyenne 60% d'eau et cette eau est utile à toutes nos fonctions vitales. Notre cerveau est composé à 85% d'eau. Il y a aussi de l'eau dans notre sang, etc. Si on manque d'eau, qu'est-ce qui ne fonctionne plus bien dans notre corps concrètement? Quels processus physiologiques sont les premiers à être impactés? D'abord le cerveau, ça va entraîner d'abord des légers symptômes plutôt discrets comme les maux de tête, mais ça peut aussi engendrer une fatigue soudaine qu'on va considérer comme étant inexpliquée, de l'irritabilité, des changements d'humeur. Ce sont les premiers signes que nous verrons. On aura aussi les reins puisque l'eau participe à la filtration, aide les reins en tout cas pour leur filtration. Donc sans suffisamment d'eau, les reins risquent d'être surchargés. On va amener des surcharges en plus, le transit intestinal qui peut être ralenti et donc provoquer de la constipation. Souvent, on n'y prend pas garde, on souffre de constipation, mais on pense pas à prendre de l'eau à côté pour améliorer les choses. On peut avoir aussi la digestion où la production de sucre digestif va être entravée, le sang qui peut devenir plus visqueux, entraîner de la fatigue et des problèmes de tension, par exemple, et bien sûr la peau. On n'y pense pas, mais la première hydratation de la peau est de consommer de l'eau. Donc sinon, on pourrait avoir une peau qui devient sèche, terne et même accélérer le vieillissement prématuré, par exemple. Donc boire de l'eau, finalement, c'est un réflexe de prévention de santé au naturel et quotidien. Alors on l'a bien compris, le premier réflexe à avoir, c'est de boire suffisamment d'eau. Mais est-ce qu'elle est toujours bien absorbée, cette eau, quand on la boit? Est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes qui empêchent une bonne hydratation, en fait? La première que j'ai envie de citer, c'est celle de boire beaucoup d'eau d'un seul coup. On fait souvent ça, soit par prévention, parce qu'on se dit, comme ça, je commence ma journée, je bois beaucoup d'eau et j'aurai ma quantité d'eau sur la journée. Ou alors, on le fait parce que justement, on n'a pas bu assez d'eau et donc en fin de journée, on se dépêche à boire la quantité qu'on a besoin. Et en fait, c'est inefficace parce qu'on boit beaucoup d'eau en une seule fois, ce qui va augmenter la filtration des reins et donc augmenter les urines, ce qui fait que l'eau, elle rentre et elle ressort quasi automatiquement et le corps n'a pas le temps de l'utiliser. Donc le conseil, c'est de boire de l'eau par petites quantités régulièrement tout au long de la journée. Dans les autres erreurs, ou en tout cas ce qui
peut aussi affecter la bonne utilisation de l'eau, ce serait la température de l'eau, donc une eau trop froide ou une eau trop chaude. Une eau trop froide qui va entraver la digestion, qui va solidifier les graisses au niveau de l'estomac et donc avoir un impact sur la décomposition des aliments et donc ralentir la digestion. De plus, le corps va devoir réchauffer l'eau et la ramener à 37 degrés pour pouvoir l'utiliser correctement. Une eau glacée aussi est problématique parce que ça va faire un choc au niveau du système nerveux et engendrer des maux de tête, des migraines qui peuvent être assez fortes. Et là, c'est d'autant plus difficile pour le corps de réchauffer cette eau et de pouvoir l'utiliser. À contrario, l'eau chaude, l'eau brûlante qui va entraîner un risque bien sûr de brûlure ou l'eau très chaude qui va favoriser les irritations des muqueuses digestives. C'est encore plus vrai pour les personnes qui souffrent de reflux gastrique, qui vont y être encore plus sensibles et ça fatigue également l'organisme puisqu'il va devoir ramener la température de l'eau, donc la refroidir pour la ramener vers 37 degrés. Au niveau de la température de l'eau, pour que l'eau soit bien assimilée, ça va toujours être plutôt à température ambiante et plus proche des 37 degrés pour avoir une hydratation qui va être rapide et efficace. Quand vous dites qu'il faut boire souvent en petite quantité, vous parlez de quelle quantité? Parce que le réflexe de boire un verre d'eau, on n'a pas tous les mêmes tailles de verre d'eau à la maison. Qu'est-ce qu'on doit boire comme petite quantité? Je dirais que ça dépend un peu aussi de chaque personne. Je dirais que de boire un petit verre régulièrement tout au long de la journée. Mais on parlera sans doute aussi du nombre de verres qui va être intéressant. Effectivement, la quantité qu'on va mettre dans le verre va faire la différence. L'idée, c'est d'arriver au plus proche du litre et demi. En dehors des apports qui vont être apportés par l'alimentation. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver au plus proche du litre et demi. Généralement, moi, je conseille très souvent de commencer avec minimum 200 millilitres d'eau le matin. À jeun, on commence la journée par là pour bien se réveiller. Et puis tout au long de la journée, il y a des trucs, il y a des astuces, il y a des plans qu'on peut mettre en place pour arriver à ce litre et demi sur la journée. Est-ce que la sensation de soif est vraiment un bon signal d'alerte? Est-ce qu'on a raison de s'écouter à ce niveau-là? On pourrait penser que le signal de la soif, la sensation de soif est un bon signal, mais en fait, c'est déjà un signal qui est tardif. Donc, quand on commence à avoir soif, c'est qu'on est déjà dans une légère déshydratation, un déficit d'eau qui peut représenter 1 à 2% de notre poids corporel. Et ne fût-ce que ça peut déjà entraîner des problèmes comme une baisse de l'attention, de la fatigue, des maux de tête. Donc, l'idée, c'est d'éduquer notre centre de la soif, de ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Donc, c'est de travailler finalement de manière anticipative et de boire tout au long de la journée régulièrement pour entraîner notre centre de la soif, pour l'éduquer et ne pas arriver en déshydratation, justement. Est-ce que ça veut dire qu'on doit se prévoir des heures précises auxquelles on doit boire? Alors là aussi, je vais vous dire, ça va dépendre un petit peu de chacun. Il faut savoir que nos besoins, ils sont quand même très variables. Ça peut dépendre aussi de l'âge. Donc l'hydratation va être différente. On va avoir une capacité de gestion d'hydratation qui va être différente tout au long de la vie, qu'on soit un nourrisson, un petit enfant jusqu'au senior. Donc ça va vraiment dépendre de chacun. L'idée générale et fondamentale, c'est de boire toute la journée par petite quantité et régulièrement, parce que ça permet de conserver un équilibre hydrique. Alors on dit parfois qu'on peut boire des infusions, etc. pour remplacer l'eau. Est-ce que ces sources d'hydratation permettent au corps de s'hydrater de la même façon? Ou est-ce qu'il y a des meilleures sources d'hydratation? Alors, rien ne va remplacer l'eau, mais il va y avoir des sources qui peuvent être complémentaires. Déjà par l'alimentation. Via l'alimentation, on a des fruits et des légumes qui peuvent contenir jusqu'à 90% d'eau. Donc, ils vont être riches en eau et qui vont venir finalement compléter nos apports en eau. Donc, par exemple, on a le concombre, on a la pastèque qui sont très, très riches en eau. Donc, l'idée serait de venir apporter des sources de fruits et légumes, aussi des bonnes rations de légumes bien adaptés tous les jours pour compléter notre hydratation. En ce qui concerne les tisanes et les infusions, pour autant qu'elles soient non sucrées, elles vont également contribuer. Pour les soupes, ça va dépendre lesquelles. Évidemment, les soupes du commerce vont être trop salées. Donc l'idée, c'est de cuisiner ces soupes soi-même,
pas trop salé, et peut-être aussi faire des bouillons. Des bouillons clairs peuvent bien contribuer à l'hydratation. D'ailleurs, c'est conseillé en cas de fièvre et ce genre de choses. Mais l'eau pure restera toujours la meilleure base. C'est elle qui est la plus légère pour les reins. Elle va pas engendrer de déchets métaboliques. Elle ne va pas contenir de calories, de sucre, etc. Donc, on ne remplace pas une hydratation variée et OK, mais on ne remplace pas l'eau par ces boissons-là. On peut peut-être juste préciser pourquoi des boissons trop sucrées ne sont pas des bonnes sources d'hydratation ? D'abord, elles vont inciter à boire à consommer plus de sucre, et en plus, elles vont entraîner un travail du système digestif. Donc, c'est un aliment, en fait. Et ce n'est évidemment pas le but recherché. On va passer au second volet de notre podcast. On va y parler des idées reçues, de fausses croyances et d'erreurs fréquentes. Alors pourquoi est-ce que certaines personnes boivent très peu sans jamais se sentir mal ? Est-ce que c'est un mythe qu'on doit boire ce litre et demi par jour ? On sait, vous l'avez déjà mentionné, donc on se doute que non. Mais on va peut-être développer cette question. Alors pourquoi les personnes qui ne boivent pas assez d'eau ne ressentent pas toujours un malaise ? Ça peut être dû à plusieurs facteurs. On peut cumuler aussi ces facteurs. Donc, il peut y avoir une meilleure efficience du corps à recycler, à conserver les eaux rénales et les eaux cellulaires. Il peut également y avoir une activité physique qui sera moindre et donc moins de perte d'eau. Ça peut être aussi, on peut penser aussi que les apports alimentaires sont suffisamment riches en eau. Mais ce qui est souvent le plus probable finalement, c'est le fait d'ignorer la sensation de soif. Donc, d'ignorer cette sensation de soif de manière chronique parce qu'on est trop concentré, parce qu'on ne veut pas aller aux toilettes ou des choses pareilles. À force d'ignorer, on ne ressent plus la soif. Et ça, c'est un problème parce que le corps va quand même en souffrir et il va vous montrer des symptômes discrets, justement, de déshydratation. Donc, c'est vraiment se connecter à son ressenti pour se rendre compte qu'on n'a pas bu suffisamment. Alors, est-ce que boire 1,5 litre d'eau est un mythe? Non, c'est pas un mythe. On conseille même jusqu'à 2 litres d'eau aujourd'hui de consommation. Ce sont des chiffres qui sont évalués en fonction de nos pertes d'eau. Donc, nos pertes d'eau quotidiennes sont évaluées à 2,5 litres par jour. Et donc, on va calculer en fait l'apport hydrique d'1,5 litre à 2 litres d'eau. On dit entre 30 et 40 millilitres par kilo de poids corporel. Donc, ça veut dire qu'une personne qui fait 60 kilos, par exemple, devrait consommer entre 1,8 litre et 2,4 litres par jour. Ceci dit, ça va comprendre les apports alimentaires aussi. Ce n'est pas que l'eau, c'est l'eau, les apports alimentaires et quelques boissons qui vont contribuer aussi à l'hydratation. Mais nos besoins en eau sont très variables en fait. Et ça va être variable d'une personne à l'autre puisque ça va dépendre du climat, ça va dépendre de notre activité physique, de nos apports alimentaires, de notre état de santé. Donc selon moi, finalement, comme dans la nutrition, c'est la même chose. Les besoins des individus sont différents pour chacun et donc on doit adapter de manière individuelle. Et est-ce que le corps a des garde-fous, un système de sécurité pour s'assurer qu'on boit assez sur une journée ? Oui, en tout cas, pas qu'on boit assez, mais en tout cas pour éviter la déshydratation. Donc le corps, il cherche toujours l'équilibre, donc il va toujours mettre en place des systèmes adaptatifs. Et donc, dans le cadre de l'hydratation, lorsque la concentration du plasma augmente, c'est ce qui va montrer que nous commençons une déshydratation. Les osmorécepteurs hypothalamiques vont déclencher 2 signaux. Le premier qui sera la libération d'une hormone antidiurétique qui est la vasopressine, qui va permettre de recycler et conserver l'eau rénale. Et le deuxième, à nouveau, c'est le signal de la soif, justement. Et ce signal de la soif, eh bien, au plus on va l'ignorer, au plus ce système, ce garde-fou de notre corps va s'épuiser et va se fatiguer. On parlait des différentes boissons qu'on peut consommer pour s'hydrater. Vous mentionnez l'eau, mais vous mentionnez aussi les infusions sans sucre, par exemple. On entend souvent que le café, le thé ou l'alcool déshydratent. Est-ce que c'est vrai pour tous? Et à partir de quelle quantité est-ce que c'est éventuellement un vrai problème?
Alors, le café et le thé contiennent de la caféine qui sont légèrement diurétiques. Donc, ce ne sont pas vraiment des boissons qui vont contribuer à l'hydratation. Ceci dit, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, c'est pas un problème de boire 1 ou 2 cafés, à nouveau du café noir sans sucre, de bonne torréfaction, ou de boire 1 ou 2 mugs de thé vert, par exemple, thé vert qui va être recommandé d'ailleurs pour ses antioxydants, pour ses vertus de drainage, etc. Mais ces boissons-là ne doivent pas remplacer l'eau. Donc c'est un surplus, c'est quelque chose qu'on vient apporter pour se faire plaisir, pour prendre du plaisir, mais ça n'entre pas dans l'hydratation avec de l'eau. Ce qu'on pourrait faire aussi pour garder cette balance hydrique en équilibre, c'est se dire un petit peu comme font les Italiens, d'ailleurs, de prendre un café plus un verre d'eau, on garde l'équilibre et c'est OK comme ça. Quant à l'alcool, c'est un peu différent parce que l'alcool va inhiber justement cette fameuse hormone dont on parlait tout à l'heure, qui est la vasopressine, qui est antidiurétique. Et donc l'alcool va l'inhiber, ce qui va augmenter les pertes en eau. Et plus on boit d'alcool et plus on boit rapidement de l'alcool en quantité, plus on va avoir une perte d'eau. Donc pour l'alcool, le conseil, c'est bien sûr de le consommer avec modération et un verre d'alcool égale un verre d'eau. Donc, c'est d'alterner entre chaque verre d'alcool, de prendre un verre d'eau, ce qui va permettre de prévenir la déshydratation, ce qui va ralentir l'ivresse et qui va éviter aussi les maux de tête et faire du bien au foie. Oui, parce que c'est vrai que dès qu'il y a un petit rayon de soleil, on a plus envie de s'offrir son petit apéro. Mais c'est peut-être justement dans ces conditions-là que c'est plus nocif, entre guillemets, de boire de l'alcool. Parce qu'il fait chaud, parce qu'on va s'hydrater moins, qu'on transpire plus, etc. Et puis on va avoir tendance à choisir un apéro qui va être frais, genre le petit rosé bien frais. Exactement. Et donc on va boire plus vite, on va moins s'en rendre compte. Donc l'idée, et pour pouvoir y penser justement, ce serait, OK, la bouteille de rosé, le petit verre est là, mais on met la bouteille d'eau sur la table aussi pour la voir. Le fait de le voir va nous aider à le consommer aussi. Bien entendu. Et on voit fleurir aussi sur le marché des eaux dites détox, alcalines, restructurées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ce sont des modes ou des approches qui sont fondées? En ce qui concerne les eaux détox, il y a 2 choses. Il y a l'eau détox qu'on va faire nous-mêmes et l'eau détox qu'on va trouver dans le commerce. Dans le commerce, c'est beaucoup de produits marketing avec des promesses un peu floues, évidemment. Donc, l'idée d'une eau détox, en fait, qu'est-ce qui va être détox finalement? C'est la quantité d'eau qu'on va boire qui va engendrer l'hydratation et qui ensuite va engendrer le phénomène de détoxification. Et donc oui, on peut ajouter des choses qui vont soutenir le foie, qui vont un peu améliorer, comme le citron, le gingembre, etc. Ça ne sera vraiment efficace que si on le fait soi-même. Dans les eaux qu'on va trouver dans le commerce, il faut lire les étiquettes. Très important de lire les étiquettes parce qu'on va trouver beaucoup de sucre, on va trouver des édulcorants, des arômes artificiels. Donc, je dirais que c'est moins top quand ça vient du commerce, que c'est toujours mieux de le faire soi-même. Et puis, c'est une eau qui sera rafraîchissante, justement, en été, avec les chaleurs, ça peut être très agréable. Une idée d'eau détox comme ça qu'on peut faire facilement à la maison? Je dirais gingembre, menthe et citron, et même citron vert. On pense toujours que le citron jaune est mieux que le citron vert, alors que le citron vert contient aussi beaucoup de vitamine C. Il est très intéressant, il est très antioxydant. Ce qu'il y a, c'est qu'il fait moins de jus, en fait. Mais ça peut donner un goût bien frais. On laisse ça reposer au frigo. Et oui, avec un gingembre infusé, un peu de menthe, c'est très frais pour l'été. Est-ce que c'est une eau qu'on pourrait boire toute la journée, ou bien ces eaux détox, on se limite à quelques verres et on repasse à l'eau naturelle, entre guillemets, à d'autres moments de la journée? Oui, moi je préfère alterner les deux. Oui, je vais pas me baser, si je dois donner le conseil, je vais pas me baser uniquement sur la consommation d'un litre d'eau détox. Je ferai de l'eau détox plutôt le matin déjà, pour vraiment au moment où les processus de détoxification du matin sont en route. Et donc ça va aider. Pourquoi pas un peu pour se rafraîchir, mais plus dans le but de se rafraîchir dans la journée, mais en alternance avec de l'eau la plus pure possible, oui. Alors, parallèlement à ces eaux dites détox, il y a aussi des eaux qu'on dit alcalines. De quoi est-ce qu'il s'agit?
Alors les eaux alcalines, ce sont des eaux dont le pH est supérieur à 7 et qui sont censées soutenir les terrains acides et donc d'agir un petit peu comme tampon au niveau digestif et au niveau urinaire. Donc ce sont des eaux à un pH donc supérieur à 7. Là aussi, il faut faire attention parce qu'il y a des eaux qui sont alcalinisées de manière artificielle et là les effets sont quand même beaucoup plus discutables. Et sur le marché, si on peut citer une marque, l'eau qui est la réputée la plus alcaline, elle a un pH de 9,5 et c'est une eau portugaise qui est la Monchique. Il y a aussi des eaux restructurées. Oui, les eaux restructurées ou dynamisées, ce sont des eaux dont les structures moléculaires sont modifiées pour les ramener à leur valeur naturelle, si vous voulez. Et donc, ce sont des eaux qu'on cherche à rendre vivantes, énergisées. Et pour ça, donc, ce sont des eaux qui sont censées aussi soutenir le système immunitaire, la détoxification, l'absorption des nutriments. Pour ça, il y a différentes méthodes, comme le vortex qui va recréer l'environnement d'une cascade ou d'une rivière, ou alors il y a les champs magnétiques, les ondes sonores, ou alors l'ajout d'aliments comme du citron ou des graines de chia. Attention, pour que ce soit efficace, il faut que l'eau de départ soit une bonne eau, qui soit déjà une eau vivante, qui soit déjà une eau de bonne qualité. Si on démarre sur une eau du robinet, l'eau du robinet est considérée comme une eau morte et donc ça ne sera pas efficace. Alors bien que je conteste pas du tout les bienfaits de ce type de technique, aujourd'hui en tout cas il n'y a pas de preuves scientifiques solides sur le sujet. Ceci dit, il y a des études qui sont en cours et donc à suivre. Vous mentionnez l'eau du robinet. Est-ce que c'est une eau qu'on peut boire sans se poser de questions ? Alors l'eau du robinet en Belgique en tout cas, elle est contrôlée et elle est rendue potable. Elle est potable. Ça ne veut pas dire qu'elle est adéquate pour nos besoins quotidiens. C'est une eau qui risque, dans laquelle on risque de trouver pas mal de traces de chlore, de nitrate, de métaux lourds. Donc le conseil, c'est de la filtrer. Oui, c'est d'y prêter attention, évidemment. Une eau riche en minéraux, est-ce que c'est toujours un bon choix aussi ? Alors, ça dépend. De manière générale, moi, je conseille toujours de prendre une eau la moins minéralisée possible, justement pour favoriser le travail des reins, le travail de nettoyage et de détoxification. Au plus l'eau va être minéralisée, au plus finalement, elle va venir surcharger le travail des reins. Donc, de manière quotidienne, oui, consommer plutôt des eaux qui sont les moins minéralisées possibles. Donc, par exemple, la spa, elle fait 50 mg par litre de résidus secs. Les résidus secs, ce sont les minéraux restants après évaporation à 180 degrés. Donc ça, c'est une information qu'on trouve sur les étiquettes. Donc c'est bien d'être en dessous de 50-100 mg par litre de résidus secs pour une consommation quotidienne. Ceci dit, il y a des moments où nos besoins peuvent être différents. On va d'abord penser aux sportives qui font des efforts longs et intenses. Donc là, elles vont avoir des pertes en minéraux plus importantes. Et donc là, ça va être intéressant d'avoir une eau sportive qui va être enrichie avec des minéraux comme la Courmayeur, par exemple. Maintenant, si on a une activité sportive domestique avec des efforts plus ou moins intenses, plus ou moins longs, donc de manière plutôt domestique, à ce moment-là, une eau normalement minéralisée est OK. Il y a aussi des moments où on peut préconiser de manière temporaire une eau qui soit un peu plus calcique, par exemple pour les problèmes de constipation. Donc le temps de pouvoir rétablir le transit pour ne pas laisser la personne en souffrance, bien sûr, avec les conseils alimentaires adaptés à côté et de manière temporaire jusqu'à ce qu'on revienne à l'équilibre et puis après on revient à une eau la moins minéralisée possible. Donc ça dépend réellement des besoins de chacun. À vous écouter, on le comprend bien, toutes les eaux ne se valent pas. Quelles sont les grandes familles d'eau que l'on peut retrouver aujourd'hui du coup ? Bien, il y a l'eau du robinet dont on vient de parler, puis il y a les eaux de source et les eaux minérales et de préférence les eaux minérales naturelles. Donc sur les étiquettes, ce à quoi on fera attention, que ce soit des eaux naturelles qui ne sont pas minéralisées après embouteillage, que ça ne soit pas
artificielle parce que le corps reconnaît ce qui est naturel, ce qu'il va trouver dans son environnement. Et donc après, on va regarder les teneurs en résidus secs. Et donc, une eau qui va contenir plus de 1000 mg de résidus secs par litre est une eau qui va être fortement minéralisée. Après, on va trouver des eaux qui vont être entre 500, 300 mg par litre. C'est moyennement minéralisé. Et comme je vous le disais, ce qui est le plus intéressant, ça va être les eaux faiblement minéralisées, moins de 50 à 100 mg par litre de résidus secs. Et là, dans ces eaux-là, on va trouver la Monroucous. C'est la moins minéralisée du marché qui fait, je pense, environ 33 mg de résidus secs par litre. Et puis chez nous, l'eau de spa qui fait environ 50 mg de résidus secs par litre. Et toutes ces informations, on les retrouve sur les étiquettes On retrouve sur les étiquettes, oui. Alors, dans les idées reçues, on l'a bien compris, et c'est même pas une idée reçue, c'est prouvé, ne pas boire assez, c'est mauvais pour la santé. Mais est-ce qu'à l'inverse, boire trop est mauvais pour la santé aussi ? C'est moins courant, ça peut être dû à plusieurs facteurs. L'hyperhydratation, c'est lorsque le corps, finalement, l'organisme a trop d'eau, plus d'eau qu'il n'a la capacité d'éliminer. Et donc, ça peut être dû, dans certains cas, à une peur phobique de la déshydratation. Ça peut être dû aussi, on peut voir ça aussi chez les sportifs de haut niveau qui vont s'hyperhydrater parce qu'ils ont beaucoup de pertes. Mais plus souvent, ce genre de problématique, on va le voir quand il y a des troubles rénaux ou alors un trouble de la sécrétion justement de la vasopressine, de cette hormone antidiurétique qui va être sécrétée en excès et donc qui va favoriser la rétention d'eau au niveau des reins alors que ça n'est pas nécessaire. Ça va entraîner certaines problématiques, donc par exemple une fluidification du sang et des liquides du corps, ce qui va entraîner une chute des concentrations en électrolytes, le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, qui sont tous indispensables d'abord à l'équilibre hydrique, mais aussi pour d'autres choses, donc pour les crampes, pour la santé cardiaque, pour le système nerveux. Et les conséquences qu'on peut voir apparaître d'un trop d'hydratation comme celui-là, c'est d'abord léger, avec des maux de tête, avec des nausées, des vertiges, mais ça peut aller jusqu'aux troubles neurologiques et même jusqu'au coma. Maintenant, j'ai quand même envie de rassurer tout le monde avant d'être dans une situation d'hyperhydratation. Autre petite idée reçue à laquelle je pense là comme ça, on a parfois tendance à se dire que si on fait de la rétention d'eau, c'est parce qu'on boit trop d'eau et donc on va limiter sa consommation d'eau. Est-ce que c'est un bon réflexe ? Non, c'est l'inverse en fait. Si on fait de la rétention d'eau, justement, il faut boire de l'eau et il faut éliminer. Mais la problématique de boire de l'eau, et c'est le cas de beaucoup de femmes, c'est d'avoir peur d'aller aux toilettes. Et donc, on ne boit pas pour ne pas aller aux toilettes parce qu'on travaille, parce qu'on peut pas quitter son poste ou récemment, j'ai eu une cliente qui me disait, mais moi, je ne bois pas parce que je ne veux pas aller aux toilettes sur le lieu de mon travail ni dans un lieu public. Donc là, il y a une peur. C'est différent. C'est même pas que je ne veux pas quitter mon poste, c'est je ne veux pas utiliser des toilettes publiques, en fait. Mmh. Et donc, c'est une grosse problématique parce que c'est une personne qui du coup, a beaucoup de mal à boire. Et est-ce que le lien est vraiment prouvé ? Au plus on boit, au plus on va à la toilette ? Parce qu'il y a aussi toute une question de plus de métabolisme derrière, peut-être. Il y a aussi... De rassurer les gens, je ne sais pas. Il y a aussi une question de régularité et de vitesse de consommation d'eau. Si vous buvez vite, vous prenez 500 millilitres que vous buvez d'un coup, vous allez uriner beaucoup plus vite. Oui. Si on boit de manière régulière tout au long de la journée et qu'on répète ça au quotidien, l'équilibre va se faire et on ira moins aux toilettes. Ceci dit, je tiens quand même à signaler qu'il est important et il est normal d'aller uriner au moins 7 fois par jour. Si on est en dessous de 3 à 4 fois par jour, c'est qu'on ne boit pas assez. C'est un bon repère, hein. Gardez-le en tête quand même. Et on va justement passer à la 3e partie de cet épisode qui concerne l'hydratation au quotidien. Avec cette première question, quels moments de la journée sont les plus indiqués pour bien s'hydrater ? On entend souvent qu'il faut prendre son petit verre d'eau au réveil pour permettre d'éliminer les toxines. Est-ce que c'est par exemple un des réflexes à prendre C'est le premier réflexe à avoir, oui, c'est de commencer la journée à jeun par de l'eau et avant le
café. C'est vraiment important. On commence pas la journée, on saute du lit à prendre son café, on prend de l'eau. Et c'est une routine qui va s'installer à force de répétition. À un moment donné, on ne devra plus y penser. Mais la nuit, on passe environ en moyenne 8 heures de sommeil où on ne s'hydrate pas et où on a quand même des pertes d'eau puisqu'on respire et puisqu'on transpire. Donc le premier réflexe, c'est de se réhydrater le matin, d'hydrater le cerveau, mais ça va avoir d'autres impacts aussi puisque ça va réveiller le système digestif, ça va booster le métabolisme et ça va soutenir le travail du foie. Donc on conseille commencer la journée par 1 à 2 verres d'eau à température ambiante et pour ceux qui le veulent, même aller jusqu'à 37 degrés pour démarrer la journée et faciliter donc l'efficacité de l'hydratation. Ensuite, l'idée est de boire tout au long de la journée de manière régulière par petites quantités. On peut aussi penser à prendre un verre d'eau qu'on va boire à petites gorgées à environ 20-30 minutes avant les repas. Ça va faciliter la digestion. Pour une sportive, là, il faudra penser à boire un petit peu plus pour compenser les pertes qui seront dues à l'activité physique. On peut aussi conseiller de prendre un verre d'eau en fin de journée pour aider en fait le travail des reins et conserver l'hydratation. Alors, on va parfois jusqu'à conseiller un verre d'eau avant le coucher pour essayer, en tout cas tenter de maintenir l'hydratation nocturne. Ceci dit, ça peut engendrer des réveils pour se rendre aux toilettes et donc ça va être un petit peu en fonction de chacun. Vous le mentionnez, on peut adapter son hydratation en fonction de son activité physique, etc. Mais en début d'épisode, vous avez aussi mentionné que ça pouvait varier selon l'âge. Qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là ? Oui, tout à fait, parce qu'on a une capacité à gérer l'hydratation qui est différente tout au long de la vie. Et donc, un enfant, un nourrisson va avoir des besoins en eau plus élevés en fonction de son poids corporel, bien entendu. Il ne sait pas forcément exprimer son besoin d'eau, mais il est plus sensible à la déshydratation et encore plus en cas de forte chaleur ou en cas de fièvre, etc. Et on a aussi les seniors. Alors, chez les seniors, on va avoir 2 choses. On va avoir ce système, ce signal de la soif qui va encore être plus faible et on a la filtration des reins qui se fait moins bien. Donc, ils vont être plus sensibles aussi à la déshydratation. Ils ne vont pas sentir la sensation de soif, donc ils ne vont pas avoir envie de boire. Donc, c'est important, en tout cas chez les personnes âgées, de les accompagner et de faire un plan d'hydratation avec eux. Oui. Et de pas hésiter à leur proposer un petit coup d'eau qui est donc le bienvenu. Quels sont les pièges qui nous font croire qu'on est bien hydraté alors que ce n'est pas le cas ? On parlait tout à l'heure d'attendre à la sensation de soif. C'est déjà un premier piège, oui. J'imagine ? Je dirais que c'est le piège numéro 1. Non, là, il y a beaucoup de personnes qui disent non, je n'ai pas soif. Mais non, ne pas attendre d'avoir soif, agir en prévention, éduquer son centre de la soif. Il y a d'autres pièges comme le climat, un air conditionné, une climatisation, un air frais. On a l'impression qu'on ne transpire pas, on n'a pas soif et donc on ne boit pas. Ça, c'est un piège parce qu'on continue à respirer, on continue à transpirer, on continue à avoir des pertes hydriques. On a tout ce qui est alimentation. Penser que l'alimentation va suffire. Se dire, tiens, j'ai mangé beaucoup de légumes aujourd'hui, j'ai mangé des fruits juteux, c'est assez. Généralement, ça n'est pas assez. Comme on l'a dit juste avant, ça vient compléter l'apport hydrique, ça oui, mais ça ne va pas remplacer l'apport en eau. Les boissons sucrées aussi, qui sont en fait des aliments qui vont entraîner un travail digestif et qui en plus vont faire consommer plus de sucre et qui ne remplacent pas l'eau, en fait, qui ne sont pas hydratantes. Et bien sûr, ignorer les signes, ça c'est important, ignorer les signes discrets de la déshydratation. Des maux de tête comme ça sans raison particulière, des coups de fatigue, une peau sèche, de la constipation, tout ça, ça doit nous amener à nous poser la question, est-ce que je bois assez d'eau ? Il y a encore un autre signe qui peut être visible, c'est avoir les jambes lourdes le soir sans raison particulière à ça. Ça peut être un manque d'eau. Comme je le disais tout à l'heure, aller moins de 3 ou 4 fois aux toilettes
toilette, c'est qu'on ne boit pas assez. Des urines très foncées, si on ne prend pas de compléments alimentaires ou de vitamines particulières, parce qu'il y a des vitamines qui vont influencer la couleur des urines. Mais sinon, si on n'en prend pas, ce sera plutôt des urines très foncées, très, très chargées comme ça. Ça montrera aussi un signe de manque d'eau. Et quels sont les pièges qui nous font croire qu'on est bien hydraté ? Est-ce qu'il y a des signaux qui peuvent nous laisser penser qu'on est bien hydraté, mais où ce n'est pas le cas ? Lorsqu'on est bien hydraté, généralement, ce qu'on ressent, c'est d'abord, on va avoir de l'énergie, on se sent plus dynamique, plus énergisé, on a moins de fatigue, on a moins les jambes qui gonflent, les doigts, on fait moins de rétention d'eau, on souffre moins aussi de maux de tête, on a moins de fringales aussi, parce qu'on remplace ça. Il faut savoir ça aussi que parfois le manque d'eau va inciter à manger en fait, à avoir plus de fringales. Donc je pense que c'est plutôt dans le dynamisme qu'on va le ressentir, aussi sur la peau, les signaux de la peau, une peau plus lumineuse, plus éclatante. Je pense que c'est plutôt dans tous ces signaux-là qu'on va reconnaître, en tout cas, qu'on a une bonne hydratation. Pour ceux qui n'ont jamais soif, est-ce qu'il y a des stratégies concrètes qu'on peut mettre en place pour s'hydrater, mais sans se forcer ? On va commencer par essayer de ritualiser. Donc ça dépend des personnes. On va faire des plans d'hydratation et ça va aussi être individualisé parce qu'il y a des personnes qui vont aimer ritualiser, qui vont aimer fractionner, puis il y a des personnes qui aiment le challenge. Et donc là, l'approche peut être différente. C'est bien parce que du coup, ça nous laisse un panel d'outils qui sont plus sympas. Il y a plus de choix. Donc on peut fractionner les apports en eau sur la journée. On peut ritualiser. Donc le matin, on se lève, on prend 1 ou 2 verres d'eau à température ambiante et à force de le faire, ça va devenir une habitude sans qu'on s'en rende compte. On peut imaginer de prendre un verre d'eau à chaque fois qu'on va aux toilettes, à chaque fois qu'on fait une pause écran, etc. Et pour les personnes qui ont envie de challenge, là, on peut partir sur une gourde graduée, par exemple. Comme ça, la personne peut la personne peut voir les progrès qu'elle fait, elle peut se voir avancer et pouvoir mesurer ses succès, finalement. Donc ça peut être intéressant aussi. Il y a des applications de rappel, etc. On peut faire un planning avec des heures fixes également. Est-ce qu'il y a des astuces simples qu'on peut pour permettre d'intégrer l'eau dans sa routine sans spécialement y penser, des objets, des rituels ? Vous avez mentionné les gourdes graduées. Est-ce qu'il existe d'autres objets de ce type qui peuvent aider ? Alors moi, ce à quoi je pense et ce que je propose souvent, c'est pour y penser, en fait, il faut la voir. Donc, par exemple, laisser un verre d'eau à côté de la machine à café. On va le voir. Par exemple, mettre un fond d'écran qui va rappeler l'eau. Donc, il va nous donner envie de boire. Pas mal. Fond d'écran, même sur le téléphone, ça pourrait être le cas, mais plutôt sur l'ordinateur. Une fois qu'il se met en pause, eh bien, on a le fond d'écran, c'est de l'eau. On peut aussi aller mettre un post-it ou un rappel sur le frigo. Le voir va nous permettre d'y penser. Et puis, on peut aussi mettre en place des routines bien-être, en fait. Je fais une pause verre d'eau et je fais 5 respirations profondes en même temps. Et je m'octroie un moment de bien-être. Zen, c'est 5 minutes sur la journée. Ça diminue le stress. Ça a un impact santé vraiment intéressant. Où je prends mon verre d'eau et je vais respirer. J'ouvre la fenêtre, je bois mon verre d'eau à la fenêtre pour changer d'air. Ou si j'ai l'occasion, je peux sortir. Si ça ne prend que 5 minutes, ça permet de changer d'air. Ça revitalise, ça fait du bien. Ce sont tous des petits rituels qui peuvent qui peuvent aider justement à ce que ça devienne finalement un réflexe et qu'on ne doive plus y penser. Et est-ce qu'il y a des habitudes alimentaires qui peuvent aider à rester hydraté sans boire spécialement plus ? Alors, comme je l'ai déjà dit auparavant, l'alimentation ne va pas remplacer les apports d'eau, mais elle va y contribuer. Et donc, effectivement, apporter des crudités, des légumes gorgés d'eau, des belles portions de crudités sur au moins les 2 principaux repas, même si on a des légumes cuits aussi, ça va aider en tout cas à maintenir l'équilibre hydrique. Donc, c'est des légumes, par exemple, comme la salade, les courgettes, les concombres, les tomates, les radis, tout ça, ça contient beaucoup d'eau. Entre les repas, ce serait de consommer des fruits jus
juteux. La pastèque contient beaucoup d'eau. En plus, la pastèque, c'est un fruit d'été par excellence parce que elle contient beaucoup d'antioxydants. Elle vient aussi aider au niveau de la rétention d'eau. Ces antioxydants qui sont bons pour la peau, pour la préparer au soleil. En fait, la nature nous offre aussi les éléments dont on a besoin par rapport au climat dans lequel on est. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de suivre les saisons. Donc, ajouter des fruits qui vont contenir de l'eau, mais on a aussi le melon, les fraises, ces choses-là entre les repas. On peut aussi penser aux soupes, au gazpacho, les soupes maison, comme on l'a dit, peu salées, au gazpacho, au bouillon l'hiver, ça va aider aussi. Une chose à laquelle il serait important de penser aussi au niveau de l'alimentation, c'est apporter des bonnes protéines. Donc comme les œufs, par exemple, qui vont contenir de l'albumine qui va justement aider les osmorécepteurs dont on parlait tout à l'heure pour la sécrétion de vasopressine. Donc non seulement apporter des aliments qui vont apporter de l'eau, mais aussi ceux qui vont permettre de conserver, de mieux recycler cette eau et de produire des hormones antidiurétiques. Je pense qu'il faut aussi penser à ce qui ne convient pas dans l'alimentation et ce qui pourrait déshydrater. Ce sont les excès de sel, la charcuterie, le sucre, les biscuits apéro, toutes ces choses-là qui vont contribuer à la déshydratation. Laurence Lins, la directrice scientifique de BeLife, nous le dit souvent, il suffit de regarder ce que les saisons nous apportent comme aliments, comme vous le disiez, pour pouvoir s'alimenter, parce que finalement, ces aliments répondent aux besoins de notre corps. Et vous ne faites que confirmer ces propos. Et justement, on va passer la parole à Laurence pour sa chronique Phyto et Nutri. Elle est au micro de Perrine Raz, directrice marketing chez BeLife. Alors Laurence, y a-t-il des plantes ou extraits végétaux qui peuvent contribuer à maintenir une bonne hydratation ou en limiter les pertes ? Oui, bien sûr, certaines plantes ou extraits végétaux apportent des minéraux et des composés qui vont soutenir directement ou indirectement l'hydratation. On peut penser à la sève de bouleau qui est intéressante parce qu'elle va contenir des minéraux comme le magnésium ou le calcium et des électrolytes comme le potassium qui permettent des échanges d'eau entre les cellules. Alors tu parles d'électrolytes, c'est très intéressant parce qu'on en entend beaucoup parler. Est-ce que tu peux nous expliquer une bonne fois pour toutes qu'est-ce que c'est des électrolytes ? Des électrolytes, ce sont des ions, donc comme le potassium ou le sodium, qui vont en fait se retrouver soit à l'intérieur des cellules, soit dans le plasma et donc dans la circulation sanguine. Et entre nos cellules et la circulation sanguine, il y a des échanges de ces ions qu'on appelle électrolytes. Et est-ce qu'il y a d'autres sources d'électrolytes que la sève de bouleau, par exemple ? Alors, il y a peut-être d'autres sources d'électrolytes, mais il y a surtout la prêle dont on peut parler parce qu'elle est riche en silicium. Et le silicium, c'est un minéral qui va être important pour la santé de la peau et des muqueuses. Et pourquoi c'est important ? Eh bien, en fait, parce que la peau et les muqueuses, de manière générale, jouent le rôle de barrière. Donc, elles vont protéger le corps contre la déshydratation. C'est ça qui va empêcher, en fait, nos cellules de perdre l'eau cellulaire. Et donc, des molécules comme l'acide hyaluronique ou le collagène participent avec le silicium à la structure et au maintien de ces tissus, donc de la peau, par exemple. Et donc, ces molécules n'apportent pas directement de l'eau, mais elles aident à maintenir l'intégrité des tissus et donc, ça va freiner la perte en eau. Et est-ce qu'il y a certains nutriments qui participent justement à la rétention ou à l'équilibre hydrique du corps ? Oui, il y a plusieurs nutriments qui sont essentiels à cet équilibre. Donc, les électrolytes, je viens d'en parler, sodium, potassium, ça permet évidemment, comme je viens de le dire, l'échange d'eau, des molécules d'eau entre les cellules. Il y a également le magnésium et le calcium qu'on retrouve donc dans la sève de bouleau qui jouent un rôle clé dans l'hydratation cellulaire. Mais on oublie parfois que les protéines comme l'albumine sont cruciales pour la pression osmotique. La pression osmotique, tu dis, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est une pression qui est très importante parce que c'est la pression qui est exercée par les particules, par les électrolytes notamment, et les sels minéraux. Donc, c'est une pression qu'il y a entre le plasma et les cellules. Et donc, cette pression osmotique va agir comme une force d'aspiration qui va garder l'eau soit dans les vaisseaux sanguins, soit dans les tissus. Et donc, c'est vraiment grâce à ça que nos cellules ne sont pas déshydratées. Donc, c'est vraiment une notion très importante. Oui, c'est un peu technique, mais il faut le préciser tout de même. Voilà. Et donc, en fait, les protéines, donc, comme l'albumine, ont un rôle hyper important dans cette pression osmotique. Donc, il est recommandé de manger suffisamment de sources de minéraux, donc comme les fruits, les légumes, et des protéines de qualité, comme celles qu'on va retrouver dans les œufs. Les œufs, le blanc de l'œuf, c'est de l'albumine, et également dans les
légumineuses. Et donc, il ne faut pas oublier en plus de ça que les fruits et les légumes sont riches en eau. Donc là, il y a un effet direct sur l'hydratation. Et qu'est-ce que tu penses des infusions dans une stratégie d'hydratation? On sait qu'il y a des personnes qui n'aiment pas spécialement boire de l'eau. Est-ce que ces formes sont utiles et qu'est-ce que tu recommanderais pour finalement conjuguer plaisir et hydratation? Alors, les infusions, c'est vraiment une excellente idée pour effectivement s'hydrater tout en ayant quand même un goût agréable, donc plaisir. Et donc, elles permettent aussi quelque part d'encourager à boire davantage, puisque ça a plus de goût que l'eau toute seule. Alors, on peut suggérer, par exemple, des infusions de tilleul, de verveine ou de camomille qui vont avoir un effet relaxant, donc à privilégier le soir. On peut également penser à la menthe ou à la mélisse qui vont avoir des effets positifs sur la digestion et elles sont très rafraîchissantes. Donc, quand on fait une infusion de menthe, c'est clair que ça a un côté pendant frais. Un repas, peut-être pendant le repas ou pendant l'après-midi. Et alors, il faut savoir que ces infusions, elles peuvent se boire chaudes, mais également fraîches, froides en été. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça donne une eau qui est beaucoup plus agréable à boire. Et alors, on peut penser au rooibos et à l'hibiscus, puisque en fait, ces infusions-là, ces tisanes-là n'ont pas de caféine et sont riches en antioxydants. Donc, les antioxydants, c'est une source de molécules qui vont apporter la santé. Et donc, ici, dans le cadre de BeLife, nous avons notre gamme Aromaflore dans laquelle on peut retrouver la plupart des plantes que je viens de citer. Et cette gamme est vraiment de très haute qualité, ne propose que des plantes bio avec vraiment une qualité premium. Et alors, on peut aussi souligner que les thés classiques, donc le thé vert, le thé noir ou le thé blanc, ces thés-là contiennent de la caféine et ont un léger effet diurétique, mais uniquement si on prend plus de 4 tasses par jour. Et donc, on peut aussi combiner les thés avec évidemment des infusions de plantes. Si on veut aller plus loin, est-ce qu'il y a une place pour la complémentation dans le maintien d'une bonne hydratation? Donc, en fait, est-ce que les compléments alimentaires peuvent avoir un intérêt? Bon, tu parlais tout à l'heure de magnésium, etc. Donc, j'imagine que c'est le cas. Tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, c'est clair que la complémentation peut être intéressante, même si ça ne remplacera pas le fait de boire de l'eau, de manger équilibré et d'avoir effectivement une bonne hygiène de vie. Mais ça peut effectivement aider à ne pas se déshydrater. Et donc, les compléments qui vont être riches en minéraux, on pense au magnésium, par exemple, et en électrolytes, donc on pense au potassium, peuvent être très intéressants, notamment en cas de forte transpiration, donc quand il fait chaud ou quand malheureusement on a une diarrhée, puisque là on va se déshydrater beaucoup plus vite. Donc l'apport en complément de magnésium et de potassium peut vraiment être très intéressant. Et donc évidemment chez BeLife nous avons notre magnésium Quattro, mais on a également un produit qui s'appelle MGK, donc qui contient du magnésium et du potassium, qui peut être très intéressant justement en cas de forte transpiration. Alors, on a parlé tout à l'heure d'acide hyaluronique et de collagène. Eh bien, donc, les compléments à base de collagène, d'acide hyaluronique et de prêle ou de prêle peuvent être intéressants. Pourquoi? Parce que ça va renforcer la structure et la souplesse de la peau et des muqueuses de manière générale. Et donc, comme on l'a dit, la peau et les muqueuses forment une barrière. Et donc, ça garde, donc le collagène, l'acide hyaluronique, garde ces tissus bien hydratés. Et donc, ça peut vraiment être intéressant, même si c'est un peu plus indirect, évidemment. Oui, c'est moins intuitif, mais effectivement, ça permet de limiter, disons, les pertes en eau. Tout à fait. On n'y pense pas, mais ça peut vraiment être intéressant. Parfait. Et donc, chez BeLife, il y a des solutions pour ce Alors, type... chez BeLife, nous avons 2 produits qui sont Yalluskin et Yalluskin Plus, qui sont effectivement faits pour la beauté de la peau. Mais donc, cette beauté peut s'accompagner aussi du fait que ça permettra au corps d'être mieux hydraté. Et l'essentiel, on ne le rappelle jamais assez, c'est de boire suffisamment, de manger des fruits et légumes de saison et des bonnes protéines. Ça, je sais que tu insistes souvent sur ce point. Tout à fait. Merci Laurence. Merci Perrine. Et voici qui clôture cette chronique Phyto et Nutri, une chronique bien complète comme Laurence sait si bien le faire et qui vous donne toutes les clés nécessaires pour prendre soin de vous et de votre hydratation.
Vous le savez, dans ce podcast, on aime vous proposer une synthèse en fin d'épisode. La voici. On retiendra que l'hydratation est essentielle pour notre organisme, notre métabolisme, et qu'il est donc important de boire de 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, une quantité qui peut varier selon votre poids. Il ne faut pas attendre la sensation de soif, c'est une sensation qui arrive trop tard, un signal qui arrive trop tard. Il faut prendre le pli de boire souvent en petite quantité, à commencer par un verre d'eau au réveil pour réveiller son organisme et éliminer les différentes toxines accumulées tout au long de la nuit. On évite aussi les boissons sucrées, le café ou l'alcool, qui sont des boissons qui ont tendance à déshydrater plutôt qu'à hydrater. On retient également que dans les sources d'hydratation, il y a les boissons, l'eau en première place, mais il y a aussi certains aliments comme le concombre par exemple, une excellente source d'hydratation. Notre invité a également mentionné la pastèque. Autre petit indice qui permet de savoir si on est assez hydraté, c'est d'aller à la toilette plus de 4 fois par jour. Si vous n'allez pas uriner plus de 4 fois par jour, eh bien c'est que vous êtes déshydraté et il faut donc penser à vous hydrater davantage tout au long de la journée. Et puis, autre point important, et on terminera par celui-ci, c'est que le besoin en hydratation de votre métabolisme varie selon votre âge. Il faut adapter son hydratation en fonction. En conclusion, on soulignera qu'il faut, une fois de plus, comme on vous le dit si souvent, être à l'écoute de votre corps et de votre métabolisme et de prendre en compte les signes qu'il vous envoie. Et voilà qui termine cet épisode de Be Life Talk consacré à l'hydratation. Merci à toutes pour votre investissement dans cet épisode. Merci Ethel pour vos éclairages limpides et toutes ces pistes concrètes pour mieux s'hydrater. Merci Alexandra. Je serai la première à les appliquer parce que visiblement je fais partie des très mauvais élèves. Et enfin, si vous aimez ce moment, que vous aimez cet épisode, pensez à nous soutenir en laissant une note ou un commentaire. Cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu de qualité. C'est donc essentiel, vous l'aurez bien compris. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer et suivre les prochains épisodes qui seront publiés. Il y en a évidemment un prévu à la fin du mois d'août, donc soyez au rendez-vous. Le mois prochain, le nouvel épisode sera dédié à la nutrition et aux compléments alimentaires. À bientôt et d'ici là, pensez à vous hydrater.